Pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient intéressées par ces sujets. Et puis après, vous pouvez la revoir en plus tranquillement. Moi, je suis très content de cette introduction au thème parce que je vais vous lire la dernière déclaration de Narendra Modi hier dans l'Uttar Pradesh. Et vous allez comprendre tout de suite l'axe central de ma problématique. Yes, we have an ideology. Our ideology is society above family. Society above family. Mother India is everything for us. Our ideology is that we will live and die for the country. Comprenez que là, il y a une contradiction entre ce qui vous a été présenté, très clair, où le cœur de la société indienne, c'est la famille, au sens de la Jati, comme on l'a dit, et puis aujourd'hui, ce parti BJP, nationaliste, RSS, et leur leader quand même, qui dit clairement, c'est pour ça qu'on les appelle les nationalistes hindous, que cette structuration sociale autour de la famille, je rappelle que 98% des entreprises indiennes, ce sont des petites entreprises familiales, que ça, c'est pas bien. Et que Mother India, donc c'est une vision contradictoire. Alors pourquoi ça me sert d'introduction? Parce que je pense qu'on a un vrai problème, nous, France, avec l'Inde, et que l'Inde a un petit problème avec elle-même, en particulier avec le mythe de la croissance à 2 chiffres. Le président de la République est allé en Inde et on a beaucoup plus parlé que les fois précédentes, je crois, de dossiers géopolitiques, et notamment de ces tensions avec la Chine. Il ne faut pas le cacher, on a vraiment au cœur maintenant de la relation avec l'Inde, c'est le problème de la suprématie, de la volonté de puissance de la Chine, et ça probablement l'annonce d'un basculement à l'échelle mondiale de la problématique, on va dire, de l'après-guerre froide. Mais ce qui est au cœur, ce qui est l'aimant de notre relation avec l'Inde, et ce matin, je vois beaucoup de businessmen, donc je ne vais pas trahir ce pourquoi ils sont là, c'est l'aimant de la croissance. L'aimant de la croissance. Nous sommes aimantés par cette idée que l'Inde est un pays à croissance rapide, et c'est pas faux. C'est le 3e produit intérieur brut mondial, je ne cesse de répéter, les journalistes me demandent toujours, même chez Boileau, ça veut dire quoi? PPP, parité de pouvoir d'achat. Oui, quand je commande un café en Inde, au prix indien, il me coûte l'équivalent de 25 centimes d'euros, et là, c'est pas moi qui vais le payer d'ailleurs, mais vous allez payer le café 2,50 €, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc la parité de pouvoir d'achat permet simplement de mesurer le véritable écart de richesse. Ça ne mesure pas la compétitivité, la productivité, mais l'écart de richesse. Donc, ça va, vous entendez au fond, je peux le mettre plus loin, très loin même. Ça va mieux comme ça. Eh bien, on va le garder comme ça. Donc l'Inde, c'est déjà le 3e PIB du monde. Je peux rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui invente la statistique. C'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui tous les ans publie ces données. Le premier étant la Chine. Assez loin devant. C'est pour ça qu'il est plus difficile de créer des réunions sur l'Inde que sur la Chine. On disait tout à l'heure un rapport de 1 à 4, 1 à 5, oui, c'est à peu près l'écart des marchés. Et deuxièmement, la croissance indienne a été beaucoup plus rapide ces dernières années, c'est indéniable. On est passé du fameux Hindu Rate of Growth d'avant les années 80 de 3,5% à facilement, on va dire, le double aujourd'hui, 7%. Et les gens, évidemment, quand il s'agit de leur taux d'intérêt à la banque, déjà, ils se trompent. Alors, je ne vous cache pas, pour les taux de croissance, ils se trompent encore plus. 7% par an, ça veut dire que le PIB double tous les 10 ans, parce que c'est cumulatif. Mais pire, mieux,
ça quadruple tous les 20 ans. Comprenez, la sémantique statistique, c'est très important. Ça quadruple. C'est mieux que votre livret A. Donc on vit autour de ce mythe. Nous, entreprises françaises, la croissance rapide, et l'Inde, tant le parti du Congrès que le BJP. Narendra Modi est arrivé au pouvoir sur ce thème qui est pas seulement la corruption du parti du Congrès, mais je vais être volontariste, relancer la croissance indienne parce qu'elle avait été atteinte par la crise de 2011. Je vous rappelle que les pays émergents ne rentrent pas en crise en 2008-2009. Au contraire, ils bénéficient d'un afflux de capitaux qui fuit justement les pays en crise. Et donc ça dope leur croissance. Eh bien, ça les dope. Et comme tous les gens dopés, ils retombent. Et donc ils sont retombés vers 2010-2011. Et on était tombé à un point bas de 4,5%. Et l'Inde n'avait jamais connu un taux de croissance si bas avant les élections. Donc Narendra Modi arrive autour de ça. Je voudrais simplement dire, il faut qu'on change complètement, me semble-t-il, d'optique. La relation France-Inde ne doit pas se construire autour de ce mythe de la croissance à 2 chiffres. L'Inde est une future Chine, on entend très souvent, encore. Et deuxièmement, ma discussion et mes relations avec mes amis indiens, c'est sur ce thème-là. Vous attendez Godot, je connais bien, c'est un bon ami depuis 30 ans, comme on dit, avec qui j'ai fait ma thèse, qui est maintenant en charge de la Planning Commission, la nouvelle Planning Commission, Rajiv Kumar. Et lui, son thème, son mythe, c'est il faut qu'on atteigne la croissance à 2 chiffres. Et j'ai beau lui dire, Rajiv, change ton logiciel, il n'y arrive pas. Alors je veux dire, les 2 raisons fondamentales pour lesquelles on doit changer de logiciel et l'Inde doit changer de logiciel pour améliorer ses perspectives économiques. Le premier élément, c'est qu'on est bien dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire cette ère où l'homme a tellement perturbé la nature que chaque point de croissance à l'heure actuelle se traduit par moins 1 point de potentiel écologique. Et c'est d'autant plus vrai pour l'Inde, et de ce point de vue-là, elle ne se compare pas à la Chine, que tous les chiffres que vous allez pouvoir consulter sur la biocapacité de l'Inde, pays très peuplé, qui va dépasser la Chine, mais sur une surface qui est beaucoup plus petite, la géographie, ça compte. La biocapacité est 3 fois inférieure à celle de la Chine. Donc l'impact destructeur de la croissance classique sur l'environnement, et c'est tout bête, vous le voyez tous les jours en Inde. Tous les jours en Inde. Les pollutions massives. Mon dernier long voyage entre Patna au Bihar et New Delhi en voiture. Abominable. C'est abominable. Pas seulement les grandes villes, contrairement à ce qu'on dit sur New Delhi. Les campagnes sont maintenant menacées en permanence par des nuages de fumée, on respire mal, des embouteillages massifs, etc. Donc le premier élément, c'est que bien que ces mauvaises nouvelles poussent l'Inde à aller vers un dépassement du modèle classique de croissance, on parle du solaire, etc., l'Inde n'est pas rentrée dans l'ère post-industrielle du tout. Et Narendra Modi, de ce point de vue-là, et son équipe sont tout simplement les continuateurs du paradigme de l'économie qui croît à 10% par an, et il faut créer des emplois, donc il faut s'industrialiser sans se poser la question que le 21e siècle, c'est le siècle post-industriel. Les grandes industries, de toute façon, ne créent plus d'emplois. Même en Inde, même dans l'industrie automobile en Inde, il y a des robots. La deuxième grande raison, c'est le scénario Atakta Bharat, dont j'avais parlé déjà dans le petit livre L'économie de l'Inde, qui était en fait le résultat d'un groupe de travail au World Economic Forum auquel j'avais participé, et où avait participé aussi donc le Rajiv Kumar, le chef de la Planning Commission. Atakta Bharat, c'est l'idée d'un scénario d'une Inde divisée à feu et à sang, et qui, à cause de ces problèmes de division intérieure, ne peut pas aboutir à un consensus sur la bonne économie pour l'Inde.
Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est en plein dans ce scénario de l'Atakta Bharat. Car Narendra Modi, volontariste, lançant le concept de Make in India, très bien. Et tout le monde ici y a cru, et notamment dans les équipes gouvernementales françaises. J'ai vu des tas de gens qui étaient des anti-Modi quand il était au Gujarat sur le problème des musulmans et de fascisme, et qui tout d'un coup ont tourné la casquette. Bon, c'est classique chez ces gens-là. Mais la démonétisation décidée par Narendra Modi fin 2016, l'introduction chaotique de la TVA, fait que dans les faits, on a beau trafiquer tous les chiffres comme on veut, la croissance indienne et le bilan économique de Narendra Modi n'est pas du tout exceptionnel, notamment sur le point clé de l'Inde, qui est la création d'emplois. Car le problème de la croissance, c'est pas faire de la croissance pour faire de la croissance, c'est créer 10 à 15 millions d'emplois par an. Eh bien, toutes les données dont on dispose, c'est pas facile à cause des cases, justement, et de l'emploi familial. La famille est l'élément central de l'unité à la fois économique, sociale, avant d'être l'unité affective. C'est pour ça que le mariage d'amour est opposé au mariage de caste. Mais toutes les données qu'on a montrent qu'on crée 2 millions d'emplois par an. Vous imaginez le sous-emploi massif qu'il y a aujourd'hui en Inde. Là encore, ce voyage que j'ai pu faire avec une sociologue et un autre économiste va tout à fait dans ce sens-là, sous-emploi massif en Inde. Et on le voit par la difficulté politique de Narendra Modi, qui, pour se sortir de cette impasse, qui est qu'il n'a pas convaincu sur le plan économique, raidit le calendrier, l'agenda idéologique. Sa déclaration hier dans l'Uttar Pradesh est une déclaration incendiaire. Dire que nous avons une idéologie, c'est qu'en gros, le système social indien et culturel n'existe pas et que ce qui compte, c'est Mother India, c'est la nation, vous vous rendez compte qu'on est là sur un autre registre. Au-delà de Narendra Modi, et ça c'est pour nous, pourquoi le double-digit growth, le rêve, ce mythe de la croissance à 2 chiffres n'est pas possible, c'est parce que, là encore, entre l'Inde et la Chine, il y a une différenciation, ce qu'on appelle le millefeuille indien. J'adore cette expression, il y a 6-8 000 jatis, mais en termes de pensée économique, les modèles économiques en Inde sont à la fois très différents et en même temps ils sont très contradictoires. En gros, il y a 6 modèles économiques en compétition pour l'Inde. Vous avez le modèle économique gandhien, on l'oublie, mais il est évidemment très important. Qui connaît Vandana Shiva, pour prendre un exemple, hein, l'égérie de l'écologie, etc., celle qui s'oppose, et je la soutiens vraiment là-dessus, notamment les populations des villages, à la construction d'EPR, c'est-à-dire de ces centrales ultra dangereuses en plein Rajasthan. J'invite tout le monde ici à aller dans cette région où on veut implanter des EPR. Donc il y a une opposition à ce modèle-là, et Narendra Modi a beau essayer de passer en force, et les Français surtout. Vous avez le modèle de l'Arthashastra. J'ai écrit le petit bouquin cette année qui est sorti là-dessus. Il faut le lire, l'État bienveillant, le gouverneur bienveillant. C'est un modèle important. Chanakya est le livre qui se vend le plus aujourd'hui en Inde, pas seulement sur les questions de stratégie militaire, mais sur les questions de gouvernance. Vous avez les modèles économiques des castes. Les castes, alors, il n'y en a pas un. Quand j'entends parler de culture économique d'entreprise, j'étais intervenu là-dessus il y a quelque temps. Il y a le modèle paternaliste des castes Jain, etc., du groupe Tata. Si vous allez à Jamshedpur, c'est extraordinaire. C'est une ville-État où il y a de la sécurité sociale, des hôpitaux, tout est fourni au... Voilà. Et bien d'un autre côté, vous avez les modèles des prédateurs. Les fameux Marwaris, on les connaît tous, parce que négocier avec un Marwari, c'est abominable. Et eux, c'est un modèle prédateur qui date du capitalisme pré-19e siècle, quasiment. C'est-à-dire que, hein, on le sait, il habite une tour de je ne sais pas combien d'étages, en plein milieu de Bombay, avec le slum en bas, ils sont 5 dans la maison, ça ne le dérange pas. Il est 3e fortune du monde. Ça, évidemment, on le sait, nous, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de développement dynamique, positive, même du capitalisme, quand il n'y a pas redistribution. C'est évident. Où est votre marché? Je veux dire, c'est le b.a.-ba de Keynes et
Marx, mais Keynes aussi. Et surtout Keynes, parce que lui va fournir la clé d'un consensus autour de son modèle économique. C'est que ces modèles, l'Inde n'arrive pas à trouver une synthèse, c'est-à-dire une sorte de consensus autour de ce modèle. Économie frugale, c'est très contradictoire avec ce modèle capitaliste de consommation ostentatoire. Le mythe des classes moyennes indiennes, combien de businessmen ont travaillé sur ce concept? Problème. Donc, la difficulté, l'absence, et c'est en ce sens que le politique est très important. Il traduit, vous voyez, il y a Narendra Modi, il gouverne l'Inde, pourquoi? Non pas parce qu'il est majoritaire, loin de là. À chaque élection, il fait 32% des voix. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des Indiens qui ne sont pas derrière, quand même. Le problème, c'est que ces 2 tiers, ils sont divisés. Et ils n'arrivent pas à trouver un leader d'opposition. On dit que Rahul Gandhi, éventuellement, reviendrait un peu plus en force, en cours, etc. Mais enfin, en même temps, on parle de Mamata Banerjee, le chief ministre du West Bengal, qui serait peut-être la leader de l'opposition. Puis moi, quand je vais à Patna, on me dit toujours que non, c'est le chief ministre du Bihar qui va être le véritable ciment. Mais pourquoi l'opposition n'arrive pas à s'unir? Parce que son modèle économique, son programme économique est comment dire, disparate. Donc je termine en disant, je ne crois pas qu'il faille s'ancrer sur cette idée, sur cette perspective, d'une croissance à 2 chiffres, d'une croissance qui va chauffer, on va atteindre 8-10% de croissance. Le potentiel de l'Inde est plutôt aux alentours de 5-6%. Il est retombé par rapport aux 6-7 de la période précédente. Ce potentiel de croissance de 5-6% n'est pas porteur de prospérité pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte et que ce soit les modèles de Narendra Modi, que ce soit les modèles d'État-providence du Parti du Congrès tombés dans la corruption, on le sait bien, eh bien, il n'y a pas de capitalisme inclusif. Et il n'y a pas de socialisme inclusif qui voit aujourd'hui jour en Inde. Et donc, ce sur quoi l'Inde et nous pouvons travailler, c'est sortir du mythe, donc croissance rapide, et rentrer dans ce qu'Amartya Sen, donc là c'est un Indien lui-même, prix Nobel d'économie, a défini comme étant les axes du développement. Sachez quand même, c'est pour conclure, qu'Amartya Sen lui-même s'est fait vider quand même du poste qu'il occupait de recteur de l'université historique, à côté justement dans le Bihar, l'université de Nandala, la première université bouddhiste, on dit, mais en fait elle n'était pas bouddhiste, il y avait tous les courants philosophiques qui étaient présents là-bas. Il s'est fait expulser, manu militari, par le BJP. Et donc c'est aussi un autre élément qui va dans le sens de ce que je veux démontrer aujourd'hui, pas de consensus sur le modèle économique. Quand vous n'avez pas de consensus sur le modèle économique, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit la croissance antagoniste. C'est-à-dire, on va dans un sens, puis on va dans l'autre. Et finalement, au lieu de marcher droit, entre guillemets, on a tendance à faire plus 2% de croissance, moins 2% de croissance, ou plus 2, moins 1, en gros. Donc, travaillons ensemble avec l'Inde sur la qualité de sa croissance. Et de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire faire du solaire pour faire du solaire, par exemple, comme je l'entends de temps en temps. C'est faire du solaire décentralisé, qui redéfinisse en totalité le modèle de développement soutenable du XXIe siècle, parce que l'Inde va... il y a eu une Chine, il ne peut pas y en avoir une deuxième, la planète crade, un peu partout, et donc travailler sur ces modèles alternatifs, soutenables, me paraît être, sur le plan du business, ce qu'il y a de plus porteur. Merci.